Bonjour les amis, bienvenue en direct sur DLR TV pour une histoire fabuleuse dans un lieu fabuleux, le stade Marcel de Flandre. Il y a 80 ans, jour pour jour, Marcel de Flandre tombait sous les balles de l'occupant allemand à Bordeaux, assassiné. Et il était un membre actif de la résistance rochelaise. Il travaillait ici sur le port de La Rochelle, il était directeur de raffinerie. C'est un homme qui a joué un rôle important dans la structuration du rugby à La Rochelle. Marc Béraud, bonjour. Bonjour Denis. Marc, merci, vous êtes à l'affût de l'histoire, vous faites partie des grandes familles rochelaises qui connaissaient l'histoire sur le bout des doigts. Peut-être que ce triste anniversaire serait passé sous silence si vous n'étiez pas intervenu pour dire, dites donc, là, il y a 80 ans jour pour jour, ce gars mourait, il a donné tout pour La Rochelle. Qui était Marcel de Flandre? Parce que vous êtes des milliers, quasi tous les dimanches, à vous ruer ici dans ce stade. Il est complet depuis plus de 80 matchs pour assister et sans savoir qui est Marcel de Flandre. Qui est-il? Quelle famille? Quelles origines? Quel parcours? Alors, Marcel de Flandre est né en 1901 à Rouen, d'une famille assez modeste, puisque son père est typographe et sa mère ourdisseuse, donc employé du textile. Mais lui va faire les arts et métiers. Il est ingénieur Quatzar, comme on dit. Ouais. Il va rentrer dans une société qui s'appelle la Raffinerie du Midi. Il est d'abord affecté à Dunkerque, et puis en 1934, il a 33 ans, il est muté comme directeur de la Raffinerie du Midi à La Rochelle. Ouais. Bon, Raffinerie du Midi n'est pas une vraie raffinerie à La Rochelle, c'est la gestion de tous les stockages de tous les docks pétroliers de La Rochelle. Et donc, on le voit un jour arriver dans le monde du rugby. Est-ce que ce gars avait une passion pour le sport et le rugby en particulier? Qu'est-ce qui lui fait arriver dans le monde du rugby? Alors, d'après ce qu'on sait, il ne jouait pas au rugby, mais il avait des ouvriers qui devaient pratiquer le rugby. Il est installé à la Palisse. Il a des ouvriers qui jouent au rugby et il se trouve que c'est un passe-temps très très sain. Et donc, c'est par ces ouvriers qu'il va venir vraisemblablement au rugby. Donc à l'époque, il y a 3 clubs de rugby à La Rochelle. Il va être vice-président d'un des 3 clubs. Ouais. Et son premier rôle, ça va être d'unifier ces 3 clubs. Oui, parce que 3, on pourrait dire, c'est bien, il y en a beaucoup, mais trop, c'est trop à un moment et on perd en efficacité. Lui, son souci, c'est l'efficacité. Oui, l'efficacité. Donc il réussit à unifier les 3 clubs. Et en 1941, il est nommé président du Stade Rochelais. 41, on est en période, la guerre a commencé. Comment il arrive lui dans la guerre? L'Allemand arrive à La Rochelle, occupe la ville, réquisitionne un certain nombre de choses, dont je crois sa raffinerie. Oui, alors les Allemands arrivent en juin 1940 à La Rochelle. Et il le destitue tout de suite de son poste de directeur de la raffinerie du Midi. Mais l'administration française va le nommer responsable du pôle carburant, avec un bureau sur le port de la Palisse, ouais, qui est un endroit stratégique à l'époque. Pour le carburant, il intéresse la résistance, à partir de ça. Pour le carburant, bien sûr, il intéresse la résistance. Donc, le groupe Honneur et Patrie, qui est fondé par Léopold Robinet, va s'intéresser à lui. Je pense que Marcel de Flandre a très mal pris sa destitution. Et donc, les deux volontés vont se rejoindre. Et dans le groupe Honneur et Patrie, qui va beaucoup se structurer à partir de 1843, il va jouer un rôle important, puisqu'il est à la fois responsable du ravitaillement en carburant, et d'autre part, il va être nommé au poste de responsable de Honneur et Patrie de La Rochelle Intramuros, avec par exemple Edmond Grasset comme adjoint, lequel Edmond Grasset exerce beaucoup d'autres fonctions, évidemment. Marc, il est très actif, donc évidemment à un moment son nom sort, il est arrêté, ses biens sont confisqués, sa maison sont confisquées, sa famille est déchirée, la maman séparée des enfants direction Bordeaux. Alors il est arrêté, le mouvement Honneur et Patrie a été dénoncé. Et tout ce mouvement qui est très important, c'est au moins une centaine de dirigeants, le mouvement commence à être démantelé et les dirigeants arrêtés à partir de septembre 1943. Et lui, Marcel de Flandre, va être arrêté le 9 octobre 1943, alors qu'il est en mission à Niort, vraisemblablement pour y apporter des renseignements. Donc il est emprisonné comme tous ses camarades d'Honneur et Patrie, à la fond, torturé vraisemblablement. Il est torturé, c'est une certitude. Il y a eu quelques survivants d'Honneur et Patrie qui ont témoigné qu'il avait été torturé, ouais, et qu'il a rien donné, il a pas trahi. Ensuite, tous les prisonniers d'Honneur et Patrie vont être jugés par le tribunal militaire allemand de La Rochelle, qui est transporté à Bordeaux, ouais, en décembre 43. Ils sont à peu près 110 à être jugés. Il est enfermé au camp de la Souge, je crois, du côté de Saint-Médard-en-Jalles. Non, ils sont, quand ils quittent Lafond, ils vont être enfermés au fort du A à Bordeaux. Bon, le procès a lieu à Bordeaux.
sur les 110 mecs jugés en 3 jours, soi-disant une justice honnête, ils ont un avocat, mais qu'un avocat allemand, etc. Donc, ils sont 21 condamnés à mort, dont Edmond Grasset, par contumace, qui lui a réussi à s'enfuir. Et il est condamné à mort. Et ensuite, il va être exécuté le 11 janvier 1944 au camp de Souges à Bordeaux, un camp militaire qui existe toujours. Et ils sont 21 condamnés, 19 exécutés ce jour-là, et Louis Prunier, le dernier condamné à mort, est exécuté, je crois, le 1er février. Son épouse se réfugie à Bordeaux, elle est séparée de ses enfants. Oui, alors, dans la condamnation, tous ses biens sont confisqués. Il habite à La Rochelle, 75 bis avenue Carnot, sa maison est confisquée, de même que tous ses biens. Et donc, par sécurité, les résistants restants vont immédiatement séparer la mère et ses 2 enfants, puisque Marcel a 2 enfants, et ils vont être séparés tous les 3. Bernard et Janine. Bernard et Janine, et sa femme Alberte. Oui. Et ils sont séparés tous les 3 dans différents lieux. Et Alberte, la femme, est réfugiée à Bordeaux. Et ils vont se rejoindre à La Rochelle seulement en 1947. En 47, donc la veuve revient à La Rochelle. Elle s'est éteinte. Il n'y a pas de... Enfin, elle s'est éteinte en 82. Elle était postière. Elle a eu droit à un emploi réservé compte tenu de ce qu'avait fait son mari. Et donc, elle est nommée à la Poste. Elle travaille à la Poste centrale à La Rochelle, en face de la mairie. Marc, vous nous avez fait un beau cadeau. Vous avez fouillé un peu d'histoire. Vous avez retrouvé traces de la famille de Flandre. Il reste un fils ici. Il s'appelle Patrick et vous avez établi le contact. Je vous propose, les amis, qu'on se téléporte chez le descendant de Marcel de Flandre. Il est encore ici à La Rochelle. Il va partir dans quelques mois. Il s'appelle Patrick de Flandre. Je vous propose d'aller visiter cette maison où lui n'a pas habité, Marcel, mais par contre sa veuve s'est éteinte. Attention, on se téléporte. Téléporte. Top. Et voilà, chose première, chose due, nous voilà téléportés sur les traces de Marcel de Flandre dans La Rochelle. Nous sommes dans une maison qui a été la dernière des maisons de Flandre. Il n'a pas eu le temps d'y vivre puisqu'il a été exécuté au camp de Saujon. Cette maison, néanmoins, où son épouse a vécu jusqu'en 1982 avant de s'éteindre. C'est une maison qu'occupe, et je remercie Patrick de nous accueillir, maison qu'occupe Patrick de Flandre. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Quand on a un personnage comme ça dans sa famille, la tendance c'est de l'héroïser un peu derrière. Est-ce que dans la famille, on parle sans cesse de Marcel de Flandre, ou il y a une espèce de pudeur, au contraire, qui fait que, comme dans d'autres familles, on est plutôt taiseux sur le sujet? Alors évidemment, je ne l'ai pas connu, puisqu'il a été exécuté par les nazis pratiquement une vingtaine d'années avant ma naissance. Donc je ne l'ai connu que par le biais de ma mère, qui a été durablement traumatisée par son décès précoce. Il est mort, il avait une 40aine d'années. Et elle n'en avait que 11 au moment de son exécution. D'ailleurs, elle n'a appris son décès que bien plus tard, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle était traumatisée par ce souvenir et elle préférait le garder sur son souvenir pour elle. Votre famille, elle a été chahutée pendant la guerre, à partir du moment où on sait que votre grand-père est impliqué sur des faits de résistance importants. Votre grand-mère est obligée de quitter cette maison, puisque du coup, confiscation par les Allemands des biens, il faut partir à Bordeaux et partir sans les enfants. Donc, premier choc, grand choc dans la famille, là. Alors en fait, ils ont dû déménager 2 fois. Jusqu'au début de la guerre, ils habitaient un logement de fonction qui était sur le terrain de la raffinerie du Midi, dont mon grand-père était le directeur. Donc ils y vivaient, mais ils ont été expulsés par les Allemands qui ont réquisitionné le logement pour leurs besoins propres. Ils sont partis après avenue Carnot, je crois que c'est au 75 bis, il me semble, où ils ont vécu jusqu'à l'arrestation de mon grand-père. Ils y sont restés un petit peu après, mais lorsque le tribunal militaire allemand a condamné mon grand-père à mort, il a également prononcé l'expulsion de la famille ainsi que la confiscation de tous ses biens. Ce qui fait que les seules choses qui me restent de mon grand-père aujourd'hui, ce sont des tableaux qu'il faisait. Il y en a quelques-uns dans cette pièce. C'était un peintre amateur, parce qu'évidemment, il n'avait aucune valeur commerciale. Donc, ils ont été expulsés par les Allemands. Il y avait des suspicions qu'ils puissent être arrêtés rapidement, ce qui était souvent le cas des familles de résistance, sauf erreur de ma part. Donc, ils ont été dispersés. Ma mère a été réfugiée dans un village en Vendée,
Je me souviens plus du nom, je suis désolé. Ma grand-mère, je crois, était du côté de Surgères et je ne suis pas sûr de là où était son frère. Donc ça veut dire que du moment où ils sont venus se réfugier jusqu'à la libération de la poche, il n'y avait aucun contact entre les uns et les autres parce que c'était beaucoup trop dangereux. C'est pour ça que, encore une fois, donc ma mère, ainsi que sa mère et que son frère, ont appris très tardivement le décès de Marcel de Flandre. Vous avez, c'est pas beaucoup, mais compte tenu de leur valeur, c'est beaucoup. Quelques photos que vous avez rassemblées là on va voir, elles vont nous aider dans ce reportage. Et puis vous avez des lettres aussi. C'est ça. Donc je peux vous lire un extrait. Alors c'est le seul écrit que j'ai de mon grand-père quand il était détenu à la prison de Lafont. Où en fait, il ne fait pas du tout référence à ce qu'il est en train de vivre. Alors que on peut supposer que les tortures ont commencé, puisqu'il a été torturé avant d'être condamné à mort et exécuté. Où il indique que tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Il prend des nouvelles de son épouse, il prend des nouvelles de ses enfants. Je peux vous lire juste 2 phrases. Je te crois remise de ton malaise. Donc bon, je suppose que ma grand-mère s'est sentie mal au moment de l'arrestation de son mari. Du courage chéri, je suis en bonne santé et avec un excellent moral. Embrasse nos chers enfants, mon amitié à la famille et aux amis. Fin 43, il est arrêté. Début 44, il est exécuté. Votre grand-mère ne le saura pas tout de suite. Il s'écouleront de longues semaines avant qu'elle sache qu'il avait été exécuté. C'est ça. Alors, je ne suis pas sûr de l'endroit où il a été inhumé après son exécution. On peut supposer que c'est au camp de Souges, parce qu'il a fallu faire rapatrier le corps. J'ai un document qui prouve qu'il y a une autorisation de transfert de son corps. Je me souviens plus de quel endroit à quel endroit. Il a d'abord été inhumé donc au carré militaire du cimetière de Saint-Éloi. Et puis quand sa veuve, donc ma grand-mère, est décédée en 1982, donc leurs enfants ont décidé de les faire inhumer ensemble. Donc il est sorti de la partie militaire pour être enterré dans le cimetière classique de Saint-Éloi où il repose encore à ce jour. Avec sa veuve et avec maintenant ma mère puisqu'elle est décédée il y a 3 ans. Marc, on s'est télétransporté grâce à vous chez Patrick de Flandre. Vous l'avez là, c'est émouvant. Il y a des choses que vous aimeriez savoir ou rajouter, puisqu'on va se revoir. Il vient de donner le côté familial, si tu veux, de Marcel de Flandre, qui est un côté très important. Le côté officiel, le Stade Rochelet, son rôle très important dans Honneur et Patrie, ça, on peut le trouver ailleurs, mais ces souvenirs de famille et l'impact que ça a dans la famille, c'est ce que j'attendais, et Patrick nous explique ça très bien. Tu vois, la violence du traumatisme qui fait que c'était un sujet qu'on n'osait pas trop aborder. On sait s'il était famille ou pas. On a fait les grandes familles, nous, de La Rochelle, et à chaque fois, on tombait sur des personnages dans le récit qu'on était fait par les proches, d'un personnage un peu solitaire dans son bureau. Alors même si ils aimaient sentir la famille autour d'eux, ils étaient néanmoins enfermés dans leur bureau à continuer leur business. C'était pas très... Il était comme ça, Marcel de Flandre, pour ce qu'on en sait, ou non? Joviale famille, comme peut le suggérer Marc? Je ne pourrais pas répondre avec précision par définition. Je pense que c'était relativement équilibré. Il était beaucoup dans son travail, mais ma mère avait quand même un certain nombre de souvenirs de lui. Donc il y avait une interaction entre elle et son père qui avait laissé beaucoup de souvenirs. Bon les amis, vous allez être vraisemblablement 16 800 au prochain match, car depuis maintenant 84 matchs, c'est toujours complet, voilà. Mais vous êtes combien à savoir qui était Marcel de Flandre? Un accordéoniste du coin, le gars qui tenait le bistrot de la place de Portneuf? Pas du tout. Un vrai beau personnage. Eh bien écoutez, tout comme on connaît par cœur l'histoire des joueurs, ça vaut le coup de connaître par cœur l'histoire de Marcel de Flandre. On retrouve Marc Béraud pour la poursuite de cette belle rencontre. C'est émouvant ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on retiendrait de Marcel de Flandre comme
type de bonhomme? C'est un gars, je sais pas moi, enfermé dans ses histoires, dans ses affaires, chaleureux. On dit qu'il était musicien. Puis est-ce qu'il a fait derrière lui des gens dignes de porter le nom? Oui, musicien, bon peintre du dimanche, etc. Je crois que c'est un très bon père de famille. Et alors, on a un témoignage assez précis là-dessus. C'est son fils Bernard de Flandre, qui a été cinéaste. Il a d'abord été assistant de grand réalisateur. Il a réalisé un film qui s'appelle Les Filles de La Rochelle. Oui, bon, qu'on n'a pas vu à Cannes, hein. Mais par contre, il écrit un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle La soupe odorifère, ou 10 ans en 40 à La Rochelle. Ouais. Et ce bouquin a été publié par Flammarion en 1985, je crois. Et c'est un roman autobiographique. Donc c'est un roman, mais c'est très autobiographique. Alors c'est intéressant d'une part parce que Marcel de Flandre est omniprésent et on voit bien le bonhomme que c'est. Et d'autre part, on voit comment un gamin de 10-12 ans vit à La Rochelle pendant la guerre. Ouais. Donc c'est un bouquin. Alors on le trouve bien évidemment pas dans toutes les librairies, mais ça se trouve assez facilement sur Internet. J'ai pas mal d'amis qui l'ont lu et on estime tous que c'est un assez bon bouquin. Marc, vous êtes fidèle à l'histoire de La Rochelle, la connaissez, et du par le menu, en tout cas. C'est pour ça que votre témoignage est toujours très apprécié. Puis vous êtes aussi un fan de rugby, parce que pour avoir la casquette, il faut avoir le cœur solidement accroché à la religion Stade Rochelais. Hein. Ouais, là, j'ai ma place pas loin. Je crois que ma place est la C22. Oui, je suis un très fidèle du stade et bien évidemment, dimanche, je serai là pour le match contre Leicester. Bon, grand merci. En tout cas, les amis, vous avez raison de le préciser. Non seulement la date est importante, hein, je le rappelle, c'est 11 janvier là 2024. Nous sommes 80 ans après l'assassinat de Marcel de Flandre. Son nom pouvait bien coller à cet établissement-là, qui va connaître un grand match dimanche dans le cadre de la Coupe d'Europe, puisque c'est La Rochelle, Leicester. C'est contre eux d'ailleurs qu'on avait gagné la Coupe d'Europe. Ah non. Là, c'est Leicester qui est une ville anglaise et le Leinster, c'est une province irlandaise. Bien, voyez, le test est fait, il connaît bien ses affaires. Hein. Merci en tout cas. Voilà les amis, en tout cas, où que vous soyez, Marcel de Flandre, vous avez à chaque match ici 16 700 cœurs qui battent derrière une équipe et qui font nation rochelaise, la belle et la rebelle. Pensez pour vous. Merci Marc. Merci Denis. À très bientôt les amis depuis le stade Marcel de Flandre.